Salut à tous, c'est Matt, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en direct ma collection de DVD derrière moi. Encore? Ben oui, encore. En même temps, si vous connaissez bien la chaîne, ça fait environ 4 ou 5 ans que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Et depuis le temps, il m'est arrivé tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Et en plus, le son était pas terrible, l'image était pas non plus géniale, et je me suis dit que depuis le temps, vu que j'ai du nouveau matos avec un nouveau micro, une nouvelle caméra, et en plus des nouveaux DVD à vous présenter, ça va être le coup de faire une mise à jour. Donc je vais vous présenter par exemple les 20 meilleurs films de science-fiction que j'ai, les 20 meilleurs films d'action, les 20 meilleurs films d'horreur, les 20 meilleures comédies françaises, et ainsi de suite. Et je les posterai une par une sur YouTube entre les prochaines semaines, en tout cas avant normalement juin-juillet. Sans plus tarder, on va commencer aujourd'hui par ma collection de films de science-fiction. Je les ai pas tous choisis, il y en a encore quelques-uns qui sont au cellier à la grange, c'est surtout ceux qui sont pour moi les meilleurs et qui ont quelque chose à vous apporter. Donc, on commence tout de suite, les 25 meilleurs films de science-fiction de ma collection. En numéro 1, je vous propose une série de films qui sont pas forcément connus. Moi j'ai découvert ça un peu par hasard, ça s'appelle Star Wars. Il y en a au moins 6 dans la collection. Bon, maintenant il y en a 9, mais je trouve que les 7, 8, 9, ils sont pas aussi bien que les anciens. C'est un film indépendant. Bon, allez, j'arrête de déconner, hein. Star Wars, c'est Star Wars, tout le monde le connaît. La trilogie d'origine, bien sûr, c'est la meilleure, hein. Elle est indétrônable. J'avais dit dans mes vidéos que je suis certain que les 3 films de la prélogie reprendraient de la valeur auprès du public une fois que le 7, 8, 9 serait sorti. À vous de voir si j'avais raison ou pas. Voilà, donc là ça fait 6 films déjà d'un coup, mais là encore je déconne. Ça c'est juste pour démarrer la vidéo tranquillement. Par contre, quelque chose que je vais vous présenter, c'est Riddick et Pitch Black. Alors, un peu avant que Vin Diesel il soit à fond sur la famille et les films de bagnole, il avait fait un petit film de science-fiction qui s'appelle Pitch Black, et il incarne le personnage de Riddick. On va dire que c'est un extraterrestre avec des super pouvoirs, comme voir dans la nuit, et c'est un tueur sanguinaire, et il est pris au piège par un groupe de chasseurs de primes, et au moment où ils vont l'embarquer pour la mener en prison, le vaisseau se crache sur une planète hostile, et c'est pas drôle pour tout le monde. Parce qu'il y a des créatures en fait qui vivent uniquement la nuit. Or, il y a une éclipse planétaire qui s'approche. Donc c'est un film à la fois de science-fiction, mais aussi c'est un thriller, un film d'action, et il est pas mal du tout. Il est réalisé par David Twohy, qui n'est pas très connu. Il a fait 2 ou 3 films sympas, mais il est surtout connu pour sa saga donc de Riddick. Je dis saga parce qu'il y a celui-là. Il y a la suite, les chroniques de Riddick, qui s'est fait assez démonter au box-office et par la critique quand il est sorti. Mais honnêtement, il est vraiment sympa, surtout en version longue. Et il y a aussi le 3e volet qui est sorti, qui s'appelle Riddick tout court. Mais personnellement, je l'ai pas trop aimé. Celui-là, en fait, il est beaucoup plus épique. C'est vraiment une aventure dans l'espace avec différentes planètes, différentes factions, différentes races. Et celui-là, c'est plus un huis clos, en fait, mais à petit budget, qui est vraiment intéressant surtout pour le design des créatures et la façon dont on découvre en fait le talent de Vin Diesel avant qu'il soit une star planétaire. Alors après, on remonte très très loin dans le temps avec un film qui est sorti en 1927, juste avant l'arrivée du parlant. C'est Metropolis de Fritz Lang. Si vous connaissez la science-fiction, vous ne pouvez pas passer à côté de ce chef-d'œuvre qui a influencé des dizaines voire des centaines de films après lui. Par exemple là, vous voyez l'espèce d'androïde tout jaune comme ça sur la couverture. C'est Maria qui va se transformer en femme dans le film, mais c'est clair que c'est une influence directe sur C3PO dans Star Wars par exemple. Après, il y a énormément de plans de la ville qui est gigantesque avec des immeubles qui partent à travers les nuages dans les cieux, des machines volantes et tout. Et bien sûr, ça a été repris dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982, entre autres,
mais ça a été aussi repris par Luc Besson dans Le Cinquième Élément. Alors, Le Cinquième Élément, c'est vraiment... ça serait presque une adaptation de BD, en fait, sachant que le design a été inspiré par les œuvres de Mobius, un dessinateur donc qui s'appelle Jean Giraud, donc un dessinateur français, qui a inspiré aussi non seulement Star Wars, mais aussi Alien, de Ridley Scott. Donc voilà, tout ça se rejoint. Toujours dans les chefs-d'œuvre incontournables, bien sûr, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Alors, ce film, il est généralement noté comme l'un des plus grands films de SF de tous les temps, mais en même temps, on dit que c'est un film extrêmement prétentieux, long et complètement opaque et incompréhensible. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? En fait, c'est un peu des deux. C'est vrai que c'est un film qui demande beaucoup d'attention, et même si on essaie de tout capter du début jusqu'à la fin, c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe, et en même temps, à l'époque, on n'avait jamais vu un truc pareil. Le premier vol sur la Lune a lieu en 1969, et ce film est sorti en 1968, et montrait déjà la découverte de l'espace de façon extrêmement réaliste. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film de SF qui a été basé sur un roman de Arthur C. Clarke, et si vous arrivez à lire le roman avant de voir le film, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors maintenant, on va découvrir un autre réalisateur qui a fait 2 films de science-fiction absolument géniaux, mais aussi à ne pas mettre entre toutes les mains, que vous connaissez certainement parce que c'est quand même des films qui ont défrayé la chronique à l'époque, notamment par rapport à leur violence particulièrement graphique, et à la satire qui se moque beaucoup des films et de la société américaine à ce moment-là, avec justement des personnages parfois un peu teubés, mais qui montrent bien que le réalisateur, il n'est pas américain à la base, il est européen. Et quand il est venu à Hollywood pour faire carrière, il s'est rendu compte que en fait tout n'était pas rose et que Hollywood c'était aussi un piège à rats parfois. Le réalisateur dont je parle, c'est Paul Verhoeven, qui est le réalisateur entre autres de Robocop, qui est vraiment à classer parmi les meilleurs films d'action de science-fiction de tous les temps, mais je l'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est Total Recall avec Schwarzy, et qui est basé sur une nouvelle de Philippe K. Dick. Donc Philippe K. Dick, c'est un écrivain de science-fiction très connu, comme Isaac Asimov par exemple, ou Arthur C. Clarke dont j'ai parlé. Je pense que l'adaptation la plus connue de ses œuvres, c'est Blade Runner. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Et celle-là, l'origine, c'est We Can Remember It For You Wholesale. Je sais plus ce que c'est en français, mais voilà, c'est aussi basé sur un de ses bouquins. Et c'est l'histoire d'un mec sans histoire, même s'il est joué par Schwarzenegger, un ouvrier classique, qui habite sur Terre, mais qui rêve que, en fait, il va sur Mars et devient un agent secret. Donc, il va dans une boutique où on peut lui implanter en fait des nouveaux souvenirs, une nouvelle identité, tout ça, pour un temps assez restreint, juste histoire de, un peu comme un jeu vidéo, quoi, c'est-à-dire tu te branches, tu deviens un nouveau personnage et tu ressors, t'es encore toi. Sauf qu'il y a un truc qui foire, et il se prend vraiment pour cet agent secret du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est des vrais souvenirs qu'ils ont libérés dans son esprit, ou est-ce que le mec il est complètement barjot? À vous de voir jusqu'à la fin du film si vous comprenez ou pas. La musique est de Jerry Goldsmith, le compositeur de Alien. Schwarzy, bon, il est impeccable dedans. Il y a Sharon Stone, il y a Michael Ironside. Sharon Stone qui fera ensuite Basic Instinct avec Paul Verhoeven, justement. Et je voulais vérifier, voilà, produit par Mario Kassar et Andrew Vachna, qui produiront ensuite Terminator 2. Maquillage de Rob Bottin, qui fera ensuite La Chose dont je vais vous parler très bientôt. Et directeur de la photo, Jost Vacano, qui est aussi donc le directeur de la photo de Robocop. Donc voilà, franchement, très très bon film, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais vraiment excellent. Ils en ont fait un remake avec Colin Farrell en 2000, je sais plus combien, 2020, peut-être un truc comme ça. Non, 2012, c'est beaucoup plus ancien. Franchement, bateau quoi. Donc l'original, à voir sans hésiter.
quelques années après, il a fait un autre film que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Starship Troopers. Alors maintenant, il y en a 2, 3, 4 suites qui sont sorties, mais il a fait que le premier, qui est bien sûr le meilleur. Aussi adapté d'un bouquin. Alors je sais plus exactement ce que c'est, mais en fait c'est un bouquin sur les jeunesses nazies et comment le gouvernement influence les jeunes pour partir à la guerre. Donc c'est à la fois une critique très acerbe de la société, mais c'est un film de science-fiction incroyable, avec des effets spéciaux vraiment spectaculaires pour l'époque. Encore une fois, on a Josh Vacano à la photographie, musique de Basil Paul Douris qui a fait Robocop, et surtout effets spéciaux, donc effets visuels des créatures par Phil Tippett. Et Phil Tippett, lui, si vous le connaissez pas, c'est l'animateur, par exemple, des créatures de Jurassic Park. Un des plus grands animateurs des années 80-90. Récemment, tout le monde est à fond sur Helldiver, avec des soldats qui partent en guerre contre des extraterrestres insectoïdes. Et c'est clair que le jeu n'aurait jamais vu la jour s'il n'y avait pas eu Starship Troopers. Bref. Après, encore parmi les grandes créatures, monstres du cinéma fantastique et de science-fiction, tout ça, on a bien sûr le Predator. Alors ce qui est intéressant par rapport au Predator, c'est que son design avait été fait à l'époque par Stan Winston, qui a bossé lui avec James Cameron sur plein de films, notamment Terminator et tout ça. Mais en plus, les mandibules du Predator, ben c'est une idée de James Cameron lui-même. À la base, c'était Jean-Claude Van Damme. C'était Jean-Claude Van Damme qui devait interpréter la créature, donc endosser son costume en gros. Mais bon, je sais plus ce qu'il y avait eu, et en fait, ils ont pris quelqu'un d'autre. C'est un film avec Schwarzenegger. Celui-là, il est sorti en 87, c'est-à-dire 3 ans après Terminator, et 5 ans après Conan le Barbare. Mais c'est la première fois qu'on voit Schwarzenegger dans le rôle du héros vulnérable, parce qu'il se retrouve face à un monstre beaucoup plus puissant, avec une technologie beaucoup plus avancée, et c'est un film extrêmement prenant du début jusqu'à la fin. Alors ça, je vous montre pas le 1 parce que je l'ai pas trouvé non plus, c'est le 2, qui est avec Danny Glover, pas Schwarzenegger, et qui est une suite très souvent sous-estimée, qui n'a pas été fait par le même réalisateur non plus. Le réalisateur du premier s'appelle John McTiernan, et sa carrière va exploser après ce film, puisque 1 an plus tard, il fera donc Piège de cristal avec Bruce Willis. Toujours basé sur des romans de science-fiction très connus, comme j'ai dit, il y avait Philippe K. Dick, maintenant je vais parler de Isaac Asimov. Isaac Asimov, en fait, c'est celui qui a créé les 3 lois de la robotique. Et il y a un film qui est sorti en 2004, qui s'appelle donc... 2004, qui s'appelle I, Robot, avec Will Smith. Ce film, il a beaucoup de détracteurs, parce que il y a des placements de produits pas forcément très subtils. Genre, il y a Will Smith qui fait l'apologie des chaussures... je sais plus ce que c'est, Nike, Reebok, je m'en fous. Mais littéralement, c'est à l'écran, quoi. Il dit, c'est les meilleures chaussures et tout, voilà. Donc, le film s'est un peu fait taper dessus pour ça. Pour autant, si on oublie cette petite faute de goût, c'est un très très bon film de SF qui est bien joué, bien réalisé, bien écrit. Et personnellement, même si Will Smith c'est la star du film, pour moi, la révélation, c'est Alan Tudyk, qui joue au contraire le robot qui est pourchassé par Will Smith, justement. Excellent acteur qui fera beaucoup de doublage chez Disney. Je voulais aussi en parler parce qu'il a été réalisé par Alex Proyas. Et Alex Proyas, c'est un grand réalisateur indé des années 90. Et il a fait notamment un film de science-fiction, c'est Dark City. Alors ça, c'est de la SF très atmosphérique, presque un film d'horreur parfois. C'est une ambiance beaucoup plus polar que SF. Toute la ville est plongée constamment dans le noir et sous la pluie, et on a vraiment l'impression d'être dans un port des années 40, quoi, avec Humphrey Bogart ou Casablanca, le Faucon Maltais, tout ça, quoi. Par contre, son meilleur film, à Proyas, clairement, c'est The Crow. Et pourquoi je parle de The Crow? Parce que j'ai vu récemment une bande-annonce comme quoi il faisait un remake, évidemment, qui va être beaucoup moins bien que l'original, j'en suis certain. Et comme c'est une œuvre culte, The Crow,
mais que les gens en parlent beaucoup moins ces derniers temps, je préfère le remettre au goût du jour. Voilà.